Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Aujourd'hui, je vous fais un petit épisode spécial sur ce qui s'est passé avec les jeunes Mupa, donc les jeunes cochons sauvages, une équipe de foot dans le nord de la Thaïlande. Il y a de ça quelques années maintenant, puisque ça s'est passé en 2018. Donc je voulais vous en parler puisque j'en avais jamais parlé et que là j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un et c'est vrai que je me suis dit que ça méritait un petit podcast. Donc voilà. Donc ça s'est passé le 23 juin 2018 dans le nord de la Thaïlande. Donc il y avait 12 jeunes garçons de 11 à 16 ans et leur entraîneur. Donc qui, en fait, si vous voulez, c'est une tradition apparemment là-bas d'aller visiter une cave. Voilà, donc j'imagine que le jeune entraîneur, donc il précise pas son âge, mais je crois qu'il avait une vingtaine d'années, un jeune apatride d'ailleurs, donc qui n'avait pas de patrie, pas de papier d'identité, qui entraînait cette équipe de foot, a décidé de les emmener donc visiter cette cave, cette grotte de Tam Luang. Donc, à la base, c'était une petite aventure, hein. D'après les récits, ils avaient l'habitude d'aller visiter et de se balader dans ces grottes, etc. Le problème, c'est que euh, juin, c'est pas forcément encore la grosse saison des pluies. Mais c'est une saison où les pluies reviennent et peuvent être très intenses. C'est une saison en mai et en juin où sur une simple pluie, on peut voir des endroits inondés. C'est assez impressionnant. C'est vrai que ça arrive souvent à Phuket. Vous verrez, souvent, ça arrive qu'au mois de juin, il y a des endroits dans Phuket qui sont inondés. Bon, c'est surtout dû au fait qu'ils ont fait du béton partout et qu'ils ont supprimé des arbres et des rivières. Donc ça, c'est un peu la conséquence, comme partout dans le monde, de bétonner et de ne pas respecter l'écoulement naturel des eaux. Donc malheureusement, en cette période de juin, ils se font surprendre par une pluie très intense. Forcément, ils sont dans la grotte. Donc quand tu es dans une grotte et qu'il pleut dehors, vaut mieux rester à l'intérieur de la grotte. Ce que la plupart des gens se disent. Le problème, c'est comme beaucoup de grottes, quand c'est ce genre de pluie, les pluies sont tellement diluviennes que l'eau monte à une rapidité impressionnante. Donc l'eau commence à monter dans les caves, ce qui leur donne pas le choix de devoir s'enfoncer un peu plus, et s'enfoncer un peu plus, et s'enfoncer un peu plus, jusqu'à se finir par être coincé donc dans une cavité sans avoir on va dire le chemin retour, puisque ils ont été poussés par la pluie, dans la panique, dans l'angoisse de se retrouver noyés. À savoir que la plupart des Thaïlandais ne savent pas nager. Même ceux qui ont des rivières près de chez eux, en général, s'ils ont pas pied, ils vont pas nager. Enfin, puisqu'ils savent pas nager. Voilà. Donc, ils sont arrivés à ce point critique de devoir remonter les caves et les caves et les caves pour pas se retrouver piégés par l'eau qui montait, qui montait, qui montait. Et le problème, comme vous imaginez, dans les grottes, vous savez jamais à quel niveau vous êtes, si vous êtes plus ou moins haut, plus ou moins bas, dans quelle cavité vous êtes, etc. C'est pour ça que la spéléologie, c'est pas quelque chose qui se... comment dire, c'est pas quelque chose on ne devient pas spéologue en étant autodidacte. C'est pas parce qu'on a des connaissances, c'est pas parce qu'on a des skills, c'est pas parce qu'on... Non. Pour être spéléologue, c'est de l'entraînement, c'est des licences, des choses à passer, un apprentissage complexe pour savoir comment s'en sortir en fait. Le problème c'est que les gens oublient, c'est que dans le genre de cave, je sais je digresse un peu mais c'est important, dans le genre de cave, vous pouvez vous retrouver dans des endroits où il n'y a absolument pas d'air. Et vous passez d'une grotte à l'autre et paf, c'est terminé. Vous vous rendez même pas compte, vous tombez dans les pommes tout de suite. On ne peut pas visiter des caves comme ça, c'est trop dangereux. Malheureusement, ça arrive dans beaucoup d'endroits où les locaux n'ont pas cet accès on va dire comment dire, à la modernisation.
Parce que oui, le fait d'avoir des spéléologues, des professionnels, des sauveteurs spéléologues, des plongeurs spéléologues, c'est la modernisation qui nous a donné ça. On a créé des structures avec des professeurs, avec des licences, avec des choses qui nous mettent en sécurité parce que c'est très dangereux. Il y a tellement eu de morts dans les caves, dans les grottes à cause de la spéléologie qu'on en a fait des règles, on en a fait des choses. Malheureusement, dans un endroit comme le nord de la Thaïlande, ces jeunes-là, qui n'ont peut-être même pas les moyens d'avoir un téléphone, la spéléologie, ça leur parle pas. Par contre, le jeune, quand il avait l'âge des gamins, entre 11 et 16 ans, bah, on lui a fait visiter la grotte et c'est normal, c'est un endroit qu'il a déjà visité. Sauf qu'il n'a jamais eu cette situation d'urgence à être poussé par l'eau et devoir s'enfoncer de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Donc le gros problème, c'est que dans le cas de fortes pluies comme ça, l'eau s'accumule et dans certains endroits de la grotte, elle s'accumule définitivement. C'est-à-dire que dans certains endroits, quand l'eau va diminuer ailleurs, elle va pouvoir s'évacuer. Dans d'autres endroits, ça fait des cuvettes. Et une fois que c'est plein, c'est plein. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants. En fait, ils se sont retrouvés coincés à plusieurs endroits puisque les tunnels étaient complètement submergés et ne pouvaient pas se vider. Donc ne s'évacuait pas, l'eau ne s'évacuait pas. Donc quand c'est vrai que, pour vous dire, parce qu'ils ont le problème, c'est qu'ils n'étaient pas équipés. Pas de nourriture, j'imagine très peu d'eau, j'imagine pas de lampe, ou en tout cas un équipement pas du tout adapté. Et des jeunes, c'est-à-dire un groupe de 12 jeunes garçons avec leur éducateur d'une vingtaine d'années, c'est une situation critique. À savoir que l'alerte est lancée le lendemain, je crois. Oui, c'est ça. L'alerte est lancée que le lendemain. Donc, il va y avoir une mobilisation générale. 10 000 personnes vont être impliquées. Des Navy Seals thaïlandais, des plongeurs internationaux. On va chercher les 2 Britanniques qui sont, je crois qu'à ce moment-là, ils étaient à Korat. Oh, je sais plus, non, je crois qu'ils étaient à Koh Tao. Bref, on va chercher les 2 plongeurs britanniques qui sont des références dans le monde de la plongée en Thaïlande. Des rescues, des bénévoles, des spéléologues, des professionnels des caves. Même notre ami Nong, le professionnel de la cave de Krabi, on l'a fait venir, lui et son équipe de cavistes de Krabi à Tam Luang pour pouvoir avoir un œil de spéléologue. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'était le compte à rebours. Le compte à rebours de se dire, ils sont 13 gamins, ils sont peut-être bloqués dans une petite cavité où l'air ne circule pas, l'oxygène va se raréfier, forcément, pas de nourriture, bon, pas d'eau, si, puisque c'est de l'eau, forcément, on va pas se mentir, vaut mieux boire l'eau qui est là, bon, ça va pas vider le tunnel, c'est sûr, mais au moins, tu meurs pas déshydraté. Donc, tout ça, dans ce laps de temps, il va se passer 9 jours. 9 jours d'angoisse, 9 jours de recherche, 9 jours où les Navy Seals, les spéologues, les plongeurs britanniques vont tout faire pour retrouver ces garçons. Il y a plein de cavités, il y a plein de grottes, il y a plein de caves. Il y en a qui sont inondées, il y en a qui ne sont pas inondées, ils se répartissent le travail. On arrive à un passage où le passage est très étroit. Pour les plongeurs, ça devient très compliqué parce que pour pouvoir passer, il faut absolument se défaire de tout son matériel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer avec votre, son gilet de flottaison et sa bouteille dans le dos. Ce n'est pas possible. La seule solution, c'est de se défaire de tout son matériel. C'est-à-dire plus de matériel de plongée. Et de prendre juste une bouteille et un détendeur. C'est la seule solution pour pouvoir accéder à cette cavité. La plupart des Navy Seals thaïlandais, étant donné que la cavité est bien trop étroite, se disent que c'est dangereux et qu'ils n'ont pas l'expérience et la connaissance pour aller explorer ce genre d'endroit. Donc,
Les Navy Seals laissent la ligne à ce niveau-là. Pour eux, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a des chances que la personne qui aille plus loin ne revienne jamais, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un des deux Britanniques, professionnel de la plongée en cave, en profondeur, jusqu'à 300 mètres, plusieurs heures en recycleur, un professionnel aguerri, se dit « c'est à moi d'y aller ». Donc, le 2 juillet, les deux plongeurs britanniques, John Volanten et Rick Stampton, retenez bien ce nom, des héros, ils s'engagent dans ce petit tunnel avec une bouteille, un détendeur et leur combinaison, c'est tout. Et ils avancent et ils vont finir par arriver dans cette petite cavité et tomber sur les garçons vivants, assis sur la corniche. Et là, il va enlever son détendeur et leur dire « How many of you ?» Et là, dans un anglais pas très bon, ils vont répondre « 13 ». Les 13 d'entre eux étaient là, dans cette petite grotte, à attendre. À attendre quoi? À attendre avec espoir. Et ils avaient raison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fallu. 9 jours. Tout ce qu'il a fallu pendant 9 jours pour réussir à les retrouver. Le soulagement. On les a retrouvés. Donc, ça y est. Tout le monde est content, ça y est, ils sont en vie, ils sont dans la grotte et tout va bien, etc. Et à l'extérieur, ça s'active et on a ramené des pompes énormes pour essayer de vider l'eau, etc. Et le problème, c'est que ça avance pas assez vite. Il y a tellement d'eau accumulée dans les tunnels et les grottes que c'est beaucoup trop compliqué pour réussir à vider ce passage ultra serré, ultra technique à passer. Donc là, le dilemme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir des mois avant de pouvoir que l'eau se retire. Des pluies sont annoncées, donc autant vous dire que mission impossible. Ils savent déjà que retirer l'eau des tunnels, c'est pas envisageable. Même s'ils sont déjà à l'œuvre. Les gars qui sont venus avec leurs pompes, etc., des professionnels, ils sont acharnés pour essayer de vider l'eau le plus vite possible. Maintenant, la solution que nous, en France, on aurait décidé, c'est d'amener le matériel pour pouvoir creuser et pour pouvoir les libérer, puisqu'on a été capable de les localiser. Et ensuite, il suffit au moins de forer un tunnel pour pouvoir, à la limite, les sortir, les extraire un par un, etc. Le problème, comme je vous dis, des nouvelles pluies sont attendues et des très grosses pluies. Donc on est le 2 juillet, on a retrouvé les garçons et on sait qu'on a une date limite, une épée de Damoclès, un ultimatum, le 11 juillet. Le 11 juillet, une pluie torrentielle va s'abattre et va remplir toutes les galeries. Toutes les galeries. Est-ce qu'en 5 jours, on a le temps de vider? Non. Est-ce qu'en 5 jours, on a le temps de creuser et d'évacuer les enfants? Non. Donc, la seule solution, c'est de faire plonger les enfants. Voilà l'idée des deux Britanniques. Les deux Britanniques, avec la concurrence et le soutien des Navy Seals, ils vont aller le plus possible d'entre eux dans la grotte, rejoindre les enfants pour pouvoir les faire passer un à un. Donc comment ça se passe? Vous avez donc 13 gamins qui n'ont jamais plongé de leur vie, qui se retrouvent coincés dans une grotte depuis 9 jours sans nourriture. On les nourrit avec des choses essentielles, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils deviennent des nageurs professionnels, et encore moins des plongeurs expérimentés en spéléologie. Donc, il va falloir les faire passer un à un, encadrés par 2 personnes.
Il va falloir que la personne devant pousse la bouteille et tire le gamin, qui aura lui un détendeur, que derrière la personne pousse le gamin et une bouteille de sécurité au cas où il se coince. Et ça a été une logistique très très compliquée. Ils ont dû faire des tests pour savoir si ça allait le faire. Et malheureusement, durant toute cette mission de sauvetage, à un moment donné, un des Navy s'est retrouvé coincé. Et malheureusement, un Navy thaïlandais, il avait le choix de survivre plus longtemps et rester coincé définitivement dans le passage et créer de gros problèmes pour les sauveteurs, ou bien tout simplement de abandonner tout son matériel et se laisser mourir pour que la galerie ne reste pas encombrée. C'est la décision qu'il a prise. C'est-à-dire que de toute façon, il y avait des chances qu'ils s'en sortent pas. Donc plutôt que de perdre du temps et de laisser les enfants moins de chances de survivre, il a pris le choix de retirer son détendeur et de se laisser mourir. C'est un acte de bravoure, un acte complètement désintéressé, parce que c'est quelqu'un qui connaissait même pas les enfants. Et c'est vrai que on commémore pas assez les héros comme ça, bref. Enfin non, pas bref, mais bon. Donc, cette mission très périlleuse a finalement été mise en place. Et il faudra donc du coup 7 jours pour pouvoir sortir les gamins. En gros, entre donc le 3 et le 4 juillet, le plan est mis en place. Le 4, 5, 6, 7 juillet, on fait en sorte que les gamins reprennent de l'énergie, reprennent de la vigueur, se remettent en forme et apprennent à plonger. Et entre le 8 et le 10 juillet, on va évacuer les gamins un à un. Voilà. Donc, dans la douleur, puisque Saman Kunan se sera sacrifié en apportant les bouteilles d'oxygène aux enfants. Je suis désolé, c'est une histoire qui me touche. Donc, enfin, le 10 juillet, avant la pluie torrentielle annoncée, on arrive à enfin évacuer les 12 garçons et leur entraîneur. Blessures légères, quelques inflammations pulmonaires, très peu de séquelles pour les enfants, à part un traumatisme énorme, on va pas se mentir. Mais c'est surtout que ce qui reste à noter, pas les 10 000 personnes qui se sont mobilisées, les gens qui se mobilisent dans ce genre de situation, c'est normal, et j'ai envie de dire, je suis sûr que vous, tout comme moi, on se serait mobilisé si on avait été proche de la région, ou en tout cas compétent pour se mobiliser dans la région. Voilà. Il faut se dire que pour la logistique, il y avait une centaine de plongeurs, 700 bouteilles d'oxygène, et ils ont pompé plus d'1 milliard de litres d'eau. Tout ça, main dans la main, avec des services, des machins, etc. Et je vais pas... C'est vrai que je pourrais parler du fait que la France a refusé d'envoyer ses spécialistes alors qu'on a les meilleurs sauveteurs, spéléologues, plongeurs du monde, avec des gens qui font des... Je sais pas, j'aimerais bien que ces gens-là m'écoutent, mais en tout cas, si vous m'écoutez, sachez que ça m'a brisé le cœur, qu'on refuse de vous envoyer. Et ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est que vous êtes tellement pas assez reconnus, pas assez payés pour ce que vous faites, que vous n'aviez pas les moyens de venir par vous-même. Parce que ok, l'État il aide pas, il n'y a pas de problème. Mais si ces gens-là ils étaient payés assez, ils pourraient se dire ah ouais, il n'y a pas de souci, moi l'État il m'envoie pas, je me mets en congé sans solde, j'y vais.
Parce que j'ai les moyens, parce que j'ai gagné ma vie correctement. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, forcément, si l'État fait pas le nécessaire, personne ne fait le nécessaire. Sous prétexte que la Thaïlande n'a pas demandé d'aide. Il n'y a pas besoin de demander d'aide. Si on sait qu'on a des... En plus, on s'en vante tout le temps. Oui, les Français, on est les meilleurs. Prouve-le que t'es le meilleur. Envoie tes mecs. Envoie tes mecs. Enfin bref, petit aparté. Tous les garçons se sont bien rétablis de leurs blessures. Leur survie est due au fait que leur entraîneur de 20 ans les a canalisés, les a rassurés, leur a dit vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Nous, on a juste un truc à faire, c'est survivre. Respirer calmement, ne pas gaspiller l'air, boire un petit peu d'eau, rationner le peu de choses qu'ils ont à manger pour tenir le plus longtemps possible. Ils ont tenu 9 jours, ça leur a sauvé la vie. Et ensuite, ils ont eu la capacité de se requinquer, d'apprendre la plongée et de se laisser emmener dans un tunnel minuscule. Un truc qui, moi, personnellement, j'adore la plongée, ça me fait flipper de fou de me retrouver coincé dans un petit tuyau minuscule. Mais ils s'en sont sortis. Et le jeune apatride n'est plus apatride, aujourd'hui il est thaïlandais, il a sa carte d'identité nationale et je crois que tous les ans ils font un événement pour commémorer justement la mort de ce héros, Saman Kunan, Navy Seal, et de se rappeler de ça pour que ça serve d'exemple. Mais pour moi, c'est ça en fait. On est parti d'une chose qui est banale, une chose simple de la vie de tous les jours. Fin de saison de football, début des cours, l'école a repris, on est un peu morose, on a envie de se détendre et de se changer les idées. Paf, on visite une grotte et là, tout tourne au cauchemar. Des profondeurs de l'obscurité à la lumière de la survie. Le sauvetage de la grotte thaïlandaise nous rappellera toujours une chose qui est le plus important. L'espoir triomphe toujours. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.